Madame, Monsieur, je suis très heureuse de vous retrouver à partir de la ville de Troyes, dans la Champagne-Ardenne, en France, pour un nouveau décryptage de l'actualité internationale. Dans cette édition d'un tour dans le monde, je vous propose un entretien avec un des opérateurs économiques que nous avons eu à interviewer au mois de mai à Yaoundé lors de la conférence économique internationale. Il s'agit du docteur Daniel Massia Menkene. Voilà pour le menu. La suite, c'est tout de suite, juste après, un tour dans le monde. En marge de la conférence internationale des donateurs pour l'Afghanistan tenue récemment en Belgique, l'Union européenne et l'Afghanistan ont signé un accord sur les réfugiés. L'Europe va expulser 80 000 Afghans qui se sont vus refuser l'asile. Ces expulsions ne reposent pas sur le volontariat, tout comme celles qui ont eu lieu récemment à Calais. Le monde qui bouge. Le torchon brûle entre la Turquie et les Pays-Bas. Situation causée par l'expulsion de 2 ministres turcs venus mener campagne sur le sol néerlandais pour le référendum du 16 avril prochain. Une consultation populaire à l'issue de laquelle les citoyens turcs devront dire s'ils souhaitent ou non étendre les pouvoirs de leur président. Après 2 jours d'escalade verbale, Recep Tayyip Erdogan a mis ses menaces à exécution. Il a suspendu les relations avec les Pays-Bas et s'est opposé au retour en Turquie de l'ambassadeur néerlandais. La tension a également grimpé avec l'Allemagne, où plusieurs villes ont refusé la tenue de meetings électoraux turcs. Le président Erdogan s'en est pris directement à la chancelière Angela Merkel, qu'il a accusée de soutenir les terroristes. Mais pour Berlin, ces critiques sont absurdes et relèvent de la manipulation de l'opinion. Theresa May a désormais carte blanche pour lancer la procédure de divorce avec l'Union européenne. Les députés britanniques ont voté lundi le projet de loi historique autorisant le gouvernement à déclencher le Brexit. La Chambre des Lords a également adopté sans l'amender le texte de loi permettant à la Première ministre de déclencher la procédure prévue par l'article 50 du traité de Lisbonne. La reine Elisabeth II a elle aussi donné son assentiment à cette loi, ce qui donne libre champ à Theresa May. La Première ministre a annoncé qu'elle enverra d'ici la fin du mois une lettre au Conseil européen l'informant de la décision du Royaume-Uni. Une fois que l'article 50 du traité de Rome sera activé, les dirigeants des 27 autres pays membres pourraient se réunir le 6 avril prochain pour un sommet. L'objectif, définir les lignes directrices des négociations à venir. Nouveau décret anti-immigration et nouveau revers pour Donald Trump. 2 juges fédéraux ont suspendu le nouveau texte qui n'est pas entré en vigueur à la date prévue. Le premier, en la personne du juge fédéral de Hawaï, fustille son caractère discriminatoire envers les musulmans. Le second, le juge de Seattle, a également rejeté le décret, vraisemblablement pour la même raison. La réaction de Donald Trump ne s'est pas fait attendre. Le président américain a dénoncé la décision erronée de la justice et promis d'aller jusqu'à la Cour suprême. S'il ne fait aucun doute que la loi donne discrétion au président pour réglementer l'immigration, elle ne l'affranchit pas pour autant du respect de la Constitution. Une Constitution qui bannit toute discrimination fondée sur la religion. Une nouvelle dévaluation du Naira pourrait être envisagée. Et pour cause, l'économie du Nigeria est étouffée par le manque de devises étrangères. Outre le Naira qui s'effondre, la production du baril du pétrole par jour a considérablement diminué. L'Afrique qui bouge. La justice autorise la remise en liberté de l'ex-président Hosni Moubarak. Une décision qui arrive 2 semaines après que la Cour de cassation a acquitté l'ancien Raïs dans l'affaire des 239 manifestants tués durant la révolte de 2011. Toutefois,
Moubarak est toujours sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire dans le cadre d'une enquête sur son éventuel enrichissement illicite. Affaire qui n'a pas beaucoup progressé depuis 2011. Il reste évident que l'annonce de la libération officielle de Moubarak équivaut à l'enterrement symbolique de ce qui avait été surnommé le printemps égyptien. Séisme médiatico-politique en Afrique du Sud. Hélène Thiel, l'ex-patronne de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, a défrayé la chronique à travers des tweets défendant les aspects positifs de la colonisation. L'indépendance de la justice, le réseau de transport et l'eau courante constituent pour elle l'héritage du passé colonial sud-africain. Des déclarations qui ont déclenché de vives critiques au sein de la classe politique du pays. Le porte-parole de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir, l'a traité de suprémaciste blanche d'extrême droite. Le parti radical de gauche, les combattants pour la liberté économique, va plus loin et exige la démission immédiate de l'actuel Premier ministre de la province du Cap-Occidental. Hélène Thiel a présenté des excuses sur Twitter, mais pas sûr qu'elles suffiront à calmer la classe politique déchaînée. Le football africain a un nouveau patron. Le malgache Ahmad Ahmad a été élu jeudi président de la Confédération africaine de football, la CAF, à la surprise générale. Il a remporté l'élection par 34 voix contre 20 pour Issa Hayatou à la tête de l'organisation depuis 1988. Moins populaire que son adversaire, Ahmad Ahmad a déjoué la plupart des pronostics. Ancien joueur, entraîneur et ministre de la pêche de son pays, il avait axé sa stratégie sur la transparence dans la gestion de la CAF et la fin des pratiques obsolètes. Mais l'issue de cette élection porterait selon le camp Hayatou la marque du nouveau président de la FIFA. Ce que l'intéressé dément formellement. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur l'instance africaine du football. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a dans le monde 71 millions de jeunes chômeurs et 156 millions de jeunes travailleurs vivant dans la pauvreté. L'emploi pour la jeunesse reste une problématique majeure et un défi constant pour tous les gouvernements. Toute chose qui pourrait justifier que certains États investissent dans la formation de la jeunesse. Le regard de M. Bécard. D'abord, je voudrais profiter de cette émission pour remercier les autorités camerounaises, les institutions françaises, l'ambassade, qui nous ont tous accueillis favorablement, avec qui on avait pu avoir des périodes d'échange, notamment pendant le forum économique que nous évoquions ensemble tout à l'heure, et où nous avons pu échanger sur... Je trouve d'abord que l'Afrique est une formidable terre, en termes de développement, mais surtout en termes d'entrepreneuriat, parce que l'esprit d'entrepreneur existe en permanence. Et en France, on a mis en place des incubateurs. Ça sert à aider les jeunes qui ont des projets, à les structurer et à les accompagner vers la réussite, notamment à lever de l'argent pour créer leur entreprise, etc. Donc à Troyes, il se trouve que j'ai la chance de diriger les deux structures. Je dirige la grande école, mais je dirige aussi la Technopole avec son incubateur. Et je pense que le concept est à transposer au Cameroun pour faire en sorte que des jeunes qui ont un projet, on les aide bien évidemment à monter l'entreprise, mais surtout à en faire une grande entreprise. Parce que j'ai senti que c'était un enjeu important pour le Cameroun que de développer des entreprises de taille importante qui, bien évidemment, pourraient aussi exporter. Donc c'est un petit peu cette mécanique d'accompagnement des projets. Parce que ce qui fait la qualité d'un projet d'entreprise, c'est d'abord l'idée. Ensuite, c'est le porteur de projet. Et après, c'est la structuration. Et on se rend compte à l'usage que très souvent, ceux qui ont les bonnes idées ne sont pas toujours ceux qui savent le mieux structurer. Donc il faut les accompagner. 6 mois après la conférence économique internationale de Yaoundé, qui avait drainé près de 500 investisseurs, nous sommes allés à la rencontre de l'un d'eux. Il s'agit du docteur Daniel Massia Menkene. L'équipe d'un tour dans le monde l'a retrouvé dans sa clinique où il officie comme chirurgien urologue et par ailleurs PDG de la clinique de Champagne à Troyes. Bonjour, docteur.
Bonjour. Merci de recevoir la CRTV à 3 pour un follow-up de la conférence économique internationale de Yaoundé. On se souvient que dans vos valises, vous aviez des projets pour le Cameroun de manière succincte et télégraphique. Pouvez-vous nous les rappeler? Très rapidement, il s'agissait plus d'avant-projets, d'ébauches de projets qui nécessitaient déjà d'être confrontés au terrain et qui nécessitaient des études complémentaires. Où en êtes-vous dans l'évolution de vos projets? Pour revenir sur les projets que j'ai exposés, Voilà. plus précisément au Cameroun, il y en avait deux de façon officielle et un en marge des deux. Le premier consistait à rester dans le domaine qui est le mien, celui de la santé. De combler un déficit évident et certain qu'il y a en Afrique, celui de soins de santé de haut niveau. Voilà. Donc on avait eu l'idée, avec quelques partenaires, de mettre en place un institut international de médecine et de chirurgie au Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Parce que l'objectif visé est la zone, en réalité, du CEMAC. On sait pertinemment que dans le domaine de la santé, les investissements pour des soins de haut niveau sont très lourds, les compétences sont rares, et je suis convaincu que ce déficit ne peut être comblé que par la création d'un seul institut de haut niveau qui drainerait sur toute la zone d'Afrique centrale. Et le deuxième projet? Le deuxième projet, c'est un projet plus industriel qui consistait à la création sur le Cameroun d'une usine dédiée au froid, le froid domestique et dans un deuxième temps le froid industriel. On entend par froid la réfrigération et la climatisation. Voilà. D'accord. Vous aviez dit qu'il y avait deux de manière officielle et le troisième, il était non officiel. Il s'agit de quel projet? Le troisième, il était non officiel dans la mesure où c'est un projet qui est ancien et qui est relatif à un domaine agricole. J'avais déjà été approché par les élus de mon département, qui est le BAM, et qui est un département, comme on le sait tous, agricole. BAM et qui ou bien BAM et Inubu? BAM et Inubu. D'accord. Voilà. Et qui est un département éminemment agricole. L'idée, c'était que dans ces zones très agricoles, avec une agriculture de base et traditionnelle, d'élever cette agriculture à des modèles de type européen. Ceci est important parce que je travaille, je vis dans une région très agricole et j'ai vu comment les agriculteurs, il y a encore 70 ans, étaient très pauvres en Europe, sont devenus une puissance économique assez importante par le biais des coopératives actives. Nous, on peut représenter, nous, la diaspora, parce que je voulais insister sur le rôle de la diaspora dans ces affaires. Oui. Nous, la diaspora, on peut représenter un pont intéressant entre le monde agricole de chez nous et le monde agricole moderne. Voilà, vous êtes satisfait sur le plan personnel, mais de manière pratique, pas du tout. Est-ce qu'on peut savoir en quel termes se posent les blocages aujourd'hui? Pour vous répondre de manière plus précise, je ne sais pas si on peut parler de blocage, mais je reviendrai plutôt sur la conférence d'investissement, ou alors sur les investissements au Cameroun. J'ai été honoré, effectivement, d'être invité à cette conférence. Je m'attendais à ce qu'à l'issue de cette conférence, qu'il y ait un suivi de la conférence. C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la télévision nationale camerounaise. Et si je me trompe, la télévision est un acteur de diffusion de l'information, mais elle n'est pas un acteur de décision au Cameroun. Ce que nous aurions aimé, c'est d'avoir, à la sortie de cette conférence, un suivi des projets qui avaient été initiés ou présentés. On aurait aimé, pour des gens comme nous qui ne connaissons pas bien le Cameroun, qu'à l'issue de cette conférence soit créé un organisme
qui permettent de centraliser l'information et de mettre en relation les structures décisionnaires et les investisseurs. Si je comprends très bien, docteur, depuis que vous êtes rentré, vous n'avez pas, côté camerounais, de feedback de tout ce que vous vous êtes dit avec les différentes personnes rencontrées sur place? Vous savez, dans un projet industriel, il y a énormément d'aspects. Et ces aspects doivent être coordonnés. Nous, pour mûrir nos projets, nous avons besoin d'un interlocuteur. Pourquoi ne pas se concentrer sur un seul projet, le rendre mature et être finalement sûr de le réaliser? Pourquoi se consacrer que sur un projet? Quand on a de l'imagination, quand on a de l'ambition, quand on a la capacité de s'investir dans plusieurs domaines. En tout cas, docteur, votre présence à Yaoundé témoigne à suffisance que vous êtes tout à fait d'accord avec les pays qui se mettent en vitrine. C'est important pour un État de faire du marketing pays? Oui. Pas seulement important, c'est une obligation. Mais la première ouverture, le premier marketing pays devrait se faire en direction de sa diaspora. Et surtout, sa diaspora active et dynamique. Celle qui a réussi à s'implanter, à émerger, à prospérer dans leurs différents pays d'installation. Vous avez l'impression que le gouvernement camerounais ne vous écoute pas assez, vous qui êtes de la diaspora active? Oui, non seulement on n'est pas écouté, mais on a même l'impression qu'on ne nous facilite pas le contact avec nos pays d'origine. Docteur Daniel Massia-Menkene, merci pour votre disponibilité. Merci. Je vous invite à présent à découvrir une institution sanitaire privée dans une ville de droite en France qui fait la fierté de la population. Il s'agit de la clinique de Champagne à Troyes, dirigée par un Camerounais. Aux côtés du docteur Daniel Massia-Menkene, une équipe de chirurgiens de diverses spécialités et d'autres praticiens qui assurent une prise en charge de qualité aux patients. Au commencement, il y a 40 ans, 4 petits centres de santé dans la ville de Troyes, dans la région de la Champagne-Ardenne en France, officiaient dans ce bâtiment principal. Depuis 2004, un groupe de praticiens conduit par le docteur Daniel Massia-Menkene a repris les commandes pour faire de la clinique de Champagne une destination sûre en matière de santé. Ainsi, des choix stratégiques ont été opérés en faveur de l'activité dominante, la chirurgie dans le domaine de l'urologie, du digestif, de l'esthétique. La liste est loin d'être exhaustive. Elle comprend 117 lits et places, 69 lits de chirurgie, 25 places ambulatoires de chirurgie, 8 places de chimio-ambulatoire. Nous réalisons 1000 interventions par mois, donc un petit peu plus que 12 000 par an. Au niveau des entrées, on accueille, parce que tous les patients ne sont pas opérés, on accueille 19 000 patients, ça c'était les statistiques de 2015, dans toutes les spécialités. À la clinique, on a un pôle important de prise en charge des tumeurs mammaires, avec des cancérologues, avec des radiologues capables de faire le dépistage, les biopsies des éventuelles tumeurs mammaires. Et puis moi, c'est le chirurgien, c'est lui qui s'occupe de l'exérèse de ces lésions, éventuellement des ganglions axillaires, qui drainent les éventuelles cellules tumorales qui seraient parties de cette tumeur. Et on a également des chirurgiens plasticiens qui s'occupent après de la reconstruction mammaire suite à la chirurgie. Des analyses de satisfaction auprès des patients qui y sont pratiquées tous les mois permettent de rectifier l'outil en cas de besoin avec pour finalité sauver des vies.
Le bloc opératoire, l'endroit le plus sensible, est équipé selon les normes et l'asepsie est également de mise. Il y a des règles d'asepsie qui sont celles de tout bloc opératoire. Il y a le fait d'avoir réfléchi au cas du patient, mais ça s'est passé en amont. Et c'est un travail par contre qui, encore une fois, se fait toujours en équipe parce qu'il n'y a pas qu'un chirurgien, il y a des anesthésistes, il y a des infirmières, il y a des penseuses. Et il y a tout un environnement qui fait qu'il faut qu'on vérifie en permanence si on a à la fois le bon patient, si on a bien tout prévu et tout organisé pour l'intervention avant, pendant, après. L'extension de la clinique de Champagne abrite les installations de l'IRM et du scanner, une imagerie importante pour déceler les cas de cancer, entre autres. Afin d'éviter la fuite de ces patients, une autorisation de chimiothérapie a été accordée aux dirigeants. 8 lits de chimio ambulatoires disponibles et la confection des médicaments des malades s'effectuent sur place. Le bloc maternité fait également la fierté des dirigeants. Tout n'est pas que rose. Le nombre de chambres d'hospitalisation reste un casse-tête, tout comme le recrutement des médecins au profil de qualité. Ici, rallonger la vie des patients nécessite généralement des sacrifices de la part du personnel soignant. Monsieur, bienvenue dans l'agenda international. La semaine prochaine sera célébrée dès lundi 20 mars la Journée internationale de la francophonie. Les 220 millions de francophones sur les 5 continents fêtent leur langue en partage et la diversité de la francophonie à travers des concours de mots, des spectacles, des festivals de films, des rencontres littéraires, des rendez-vous gastronomiques, des expositions artistiques. Cette date a été choisie en référence au 20 mars 1970, marqué par la création à Niamey, au Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, future organisation internationale de la francophonie. Mardi 21 mars sera Journée internationale de l'élimination de la discrimination raciale, une occasion pour les femmes et les hommes, ainsi que pour l'ensemble du système des Nations Unies, de réaffirmer leur engagement en faveur d'un monde de justice, d'égalité et de dignité où la discrimination raciale n'a pas lieu d'être. Des progrès considérables ont été accomplis pour traduire dans les faits la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais la discrimination raciale et la haine, et notamment les actes et les crimes qu'elle inspire, sont encore trop largement répandus dans le monde. Mercredi 22 mars, la ville québécoise de Drummond va accueillir les manifestations de la 6e édition de la journée d'information au cœur des milieux humides. L'objectif de cette journée de conférence est d'informer et d'outiller les intervenants impliqués dans la gestion et l'utilisation des milieux humides au Québec sur différents sujets liés à la protection, l'utilisation durable et la restauration de ces écosystèmes uniques. En Afrique du Sud se tiendra le 22 mars le lancement du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau de 2017. Ce document est le rapport phare des Nations Unies sur le thème de l'eau. Chaque année, il est centré sur un thème stratégique lié à la gestion de l'eau. Le rapport 2017 est intitulé « Eau usée, la ressource inexploitée ». Le lancement du rapport est au cœur des célébrations de la Journée mondiale de l'eau. Le thème a été aligné sur celui de la journée des eaux usées. En France, Pénélope Fillon est convoquée chez les juges le 28 mars. Cette convocation de l'épouse du candidat républicain à l'élection présidentielle d'avril prochain survient après l'enquête ouverte par la justice à propos des centaines de milliers d'euros de salaire versés sur des deniers publics à sa femme et 2 de ses enfants pour des emplois d'assistant parlementaire. Le candidat conservateur a déjà été inculpé mardi dernier par la justice française, notamment pour détournement de fonds publics dans la même affaire. Ancien favori, François Fillon apparaît désormais distancé par la candidate d'extrême droite Marine Le Pen
et Emmanuel Macron, ancien ministre du président socialiste François Hollande, repositionné au centre. C'est tout pour les événements internationaux de la semaine prochaine. Bon week-end. Un tour dans le monde, point final. Merci à vous de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12h30 sur la CRTV. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end.